Alors, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons recevoir Dadjomo Mousso. Il est le président de Oritrab. Quelqu'un qu'on ne présente plus. Il nous a fait honneur de nous recevoir dans ces locaux. Dadjomo Mousso, bonjour. Bonjour, mon cher ami Vizi, et merci de me prêter votre micro pour qu'on puisse aborder certains sujets très importants qui pourraient peut-être enrichir le savoir de certaines personnes de connaissance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dadjomo Mousso, il va plus se présenter pour les téléspectateurs. On m'appelle habituellement et conventionnellement Dadjomo Mousso. Je suis ministre chargé de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agori, parce que intronisé et couronné en tant que tel. Je suis promoteur de valeurs culturelles et endogènes. Je suis président de l'Oritrab, appelée Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin. Je suis chercheur, je suis inventeur. Voilà ce que je pourrais dire par ma présentation, beaucoup plus exhaustive. Alors, Majesté, merci. Et nous entendons souvent dire qu'un peuple qui abandonne sa culture est un peu perdu. Alors, aujourd'hui, nous voulons la définition de chacune des attributions, à savoir entre culture, chefferie traditionnelle et développement, Majesté. Bon, d'avance, nous ne pourrions aborder cette émission sans expliquer cette thématique-là. Vous savez. La culture, je voudrais la définir en paraphrasant de façon beaucoup plus explicative pour que le bas peuple en français facile puisse comprendre ce que c'est que la culture, parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de culture, c'est quand ils voient les Vaudous danser et autres, ou les tradis, ça fait sa culture. Et tout ce qui est culture se résume seulement au côté théâtral, au côté touristique de nos us et coutumes. Alors, expliquer simplement, je dirais du moins que les différents peuples qui ont apparu sur la planète Terre ont éprouvé 5 besoins fondamentaux. Il n'y a de peuple qui n'éprouve les 5 besoins fondamentaux, qui sont se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner et s'instruire. Alors, comprenez que Dieu, de façon naturelle et spontanée, a doté chacun des différents peuples d'une pratique, d'un mécanisme, d'une procédure ou d'une méthode par laquelle ces peuples arrivent à satisfaire à leurs 5 besoins fondamentaux. Alors, on définirait simplement la culture comme les mécanismes, les procédures, les méthodes ou les pratiques par lesquelles les peuples arrivent à soit se nourrir, soit se soigner, soit s'instruire, soit se loger ou se vêtir. Alors, on ne reconnaît qu'un peuple différencié d'un autre peuple que par ses habitudes vestimentaires, que ses habitudes nutritionnelles et alimentaires ou culinaires, que par ses logements, que par ses pratiques de soins et ses pratiques d'instruction. Alors, un peuple qui n'a pas de pratique de satisfaction de ces 5 besoins fondamentaux, ce peuple est perdu. Alors, partant de là, nous allons dire simplement que les mécanismes, les pratiques ou les procédures par lesquelles les peuples arrivent à satisfaire à ces 5 besoins fondamentaux constituent ce qui les caractérise et ce qui les identifie des restes du monde, donc leur culture. Voilà. Alors, Dadjomo Mousso, avant l'indépendance, comment est-elle organisée? Bon, c'est de là que je voudrais définir aussi la chefferie traditionnelle. Alors, la chefferie traditionnelle n'est rien d'autre que le bras politique de la gestion de nos us et coutumes. On dit souvent que nos rois sont les garants de nos us et coutumes. Partant de là, il va falloir définir ce que c'est que la royauté. Quand est-ce qu'on peut appeler un territoire roi? Il y a beaucoup de personnes qui méconnaissent, par exemple, ces concepts-là, d'où la régularité et, comment on appelle, la perpétuelle galvaudation de la terminologie royale.
il y a trois critères qui définissent un royaume. Le premier critère, c'est avoir une histoire. Un royaume doit avoir une histoire. Deuxième critère, un royaume doit avoir un territoire. Et troisième critère, le royaume doit avoir une langue. Lorsqu'un territoire, lorsqu'un endroit qui se constitue royaume n'a pas une histoire bien définie, non confondue à d'autres histoires de sa localité, n'a pas un territoire bien défini et n'a pas une langue. D'accord? C'est difficile de trouver des royaumes qui parlent la même langue. D'accord? Bon, on ne cesserait de dire que certains petits royaumes dans l'indépendance et dans le développement humain ont pris de la dimension de grandeur du phénomène démographique pour s'appeler royaume, mais ne peuvent pas s'identifier en roi, d'où les réformes en cours. Alors, le bras politique et de gestion de la chefferie, de nos us et coutumes, de notre culture, c'est ça que nous appelons la chefferie traditionnelle. Alors, avant la colonisation, le système politique que les pays africains qui ont été colonisés avaient, c'était la royauté. Et le roi avait le pouvoir de vie ou de mort sur ces sujets que nous sommes. D'accord. Le roi avait le pouvoir financier, le pouvoir judiciaire, le pouvoir économique et la politique de soins ou de pratique. D'accord. Mais remarquons que cette pratique nous a permis de nous développer. D'accord. Mais quand la colonisation est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Le colonisateur a détruit les vertèbres de l'Afrique. Le colonisateur a extirpé, a dépouillé le système politique de l'Afrique et la royauté en extirpant les attributs de la royauté, et c'est ce qui a fait que la royauté s'est affaiblie. Avant la colonisation, lorsque les peuples sont confrontés à des vicissitudes de la vie, à des difficultés, à des contraintes de la vie, les peuples s'adressent à leur roi. Le roi ne trouve que les solutions à son peuple qu'interrogeant notre culture. Et c'est de notre culture que peuvent venir les solutions face aux différentes formes de problèmes que la nature nous impose. Mais lorsque le colonisateur est arrivé, le colonisateur a détruit la royauté, a fragilisé le système politique de l'Afrique, a cassé les vertèbres de l'Afrique pour que les Africains cessent d'interroger leur culture, pour que les Africains cessent de faire la prospection et l'exploration de leur culture pour y trouver des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose. Alors, partant de là, c'est que le colonisateur nous apporte la solution. Et ce faisant, le colonisateur a inhibé, a détruit la réflexion des pays africains. Nous pourrions dire que l'Afrique a été déplacée de son champ culturel. On a empêché l'Afrique de faire la prospection et l'exploration de sa culture pour y sortir des inventions. Et on a détruit le sens de la royauté, de la chefferie traditionnelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup de rois ne savent plus pourquoi ils sont intronisés. C'est-à-dire, ils n'ont pas la vision de restauration, comment on appelle, de la chefferie traditionnelle. Ils sont peut-être là pour aider le colonisateur à davantage dépouiller leur culture, d'où une forme d'autophagie, d'une forme de cannibalisme de système politique. Voilà. Alors, Dadjo Manso, après l'indépendance du 1er août 1978 jusqu'à nos jours, comment se porte-t-elle? Aujourd'hui, je crois que cela porte à réfléchir. La chefferie traditionnelle devrait se réunir, d'accord, et réfléchir sur un sens à donner, une vision à donner à la chefferie traditionnelle. Vous savez, la plus vaste escroquerie du monde s'appelle développement. Le mot développement est la plus grosse et la plus vaste escroquerie du monde. Parce que dans la tête des Africains,
se développer, c'est tendance à se conformer aux normes occidentales. C'est tendance à faire les choses comme les Occidentaux. Alors, mais qui définit les critères et les conditions qu'il faut réunir pour être un pays développé? C'est les Occidentaux. Mais 99% de tout ce qu'il faut réaliser pour être un pays développé comme infrastructure vient de chez les Occidentaux. Donc le développement est comme un système inventé par les Occidentaux, mis dans la tête des Africains, derrière lequel les Africains courent qui ne pourront jamais atteindre. Les Occidentaux ont fait de manière à ce que les Africains développent davantage la dépendance de l'Occident. Et ce faisant, les Africains développent le sous-développement en permanence. Il va falloir que les pays africains, dans la chefferie traditionnelle, prennent conscience pour qu'on revienne à nos valeurs culturelles et endogènes, pour créer l'Académie de la culture africaine. Et pour ce faire, il faut une chefferie traditionnelle organisée. Il faut une chefferie traditionnelle assainie. D'accord? Parce que sans une ressource humaine de qualité, on ne peut pas se développer. Mais un développement dont l'érection est issue d'une autre culture, un développement dont les artefacts, les créatifs sont issus d'une autre culture, n'est pas un développement. C'est un développement précaire. C'est un développement du sous-développement. Les Béninois, par exemple, doivent, en matière de développement, d'accord, faire la prospection et l'exploration des habitudes, améliorer les habitudes alimentaires que nous avons, les habitudes culinaires et nutritionnelles que nous avons. D'accord. Mais le développement qui demande à un Béninois d'abandonner le gal, la pâte que nous appelons wokoli ou le léo kambra, et ce développement le pousse à manger du shawarma, du spaghetti ou du couscous, n'est rien d'autre qu'une dépendance. C'est la chefferie traditionnelle qui doit comprendre et qui doit savoir qu'en matière de vestimentaire, d'accord, c'est le canevas que nous utilisons ici que nous devons promouvoir. Et le développement n'est pas d'abandonner le canevas pour utiliser le tergal. Le développement, c'est de varier, de perfectionner, de sortir de nouvelles formes de canevas et de nouveaux styles d'accoutrement vestimentaire du canevas pour que cela intéresse d'autres peuples. Et ce faisant, nous allons accroître notre production intérieure brute et nous irons au développement. Maintenant, si nous ne faisons pas un diagnostic, et le diagnostic à faire, c'est quoi? Soit nous allons suivre l'Occident pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous loger, pour nous soigner, pour nous instruire. Et nous allons dépendre de l'Occident. Et avant qu'on ne s'approche de l'Occident, l'Occident invente autre chose qui est mieux améliorée pour nous vendre. Ou carrément, nous abandonnons le système occidental et nous balisons notre propre chemin et nous faisons la prospection. J'ai souvent dit, ce que le colonisateur a volé aux pays africains, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'uranium, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas le pétrole, parce que ces minerais-là ne constituent pas une richesse pour l'Afrique. Parce que l'Afrique n'a rien inventé qui consomme l'uranium. L'Afrique n'a rien inventé qui consomme le pétrole, ni le manganèse, ni le coltan. Vous comprenez avec moi? Alors, lorsqu'on parle de la virginité de l'Afrique, on dit que l'Afrique est vierge. Non, cela ne veut pas dire que l'Afrique comporte beaucoup de minéraux, beaucoup de bois sous ses forêts et autres là. Non, la virginité de l'Afrique s'exprime dans le sens où la culture africaine est encore vierge. Il va falloir créer l'Académie de la culture africaine et prendre les échantillons que nos ancêtres ont laissés comme nos habitudes vestimentaires, nos habitudes culinaires, nos habitudes de logement, de soins et d'instruction, et consacrer la ressource humaine qu'on appelle intelligentsia à la prospection et à l'exploration de ça. Ce qui est important, qui a été volé des pays africains, c'est la ressource humaine. Vous voyez, le colonisateur a très tôt
détecté que la meilleure et la plus grande richesse au monde, c'est l'intelligence. C'est pour ça qu'on a créé un système éducatif qui est une forme de pédigré qui permet de détecter ceux qui disposent de l'aptitude qu'on appelle intelligence. Parce que ce sont les hommes qui font les choses et non les choses qui font les hommes. Mais le colonisateur nous fait croire, nous autres, que c'est les choses qui font les gens. Donc c'est ce qu'eux, ils ont fabriqué, ils ont découvert dans le domaine vestimentaire et nutritionnel qui va nous faire. Non, mais c'est les hommes qui font les choses. Alors on a extirpé de l'Afrique ceux qui disposent de l'aptitude qu'on appelle intelligence, qu'on a amené vers l'Occident. Et on les a consacrés à la prospection et à l'exploration de la culture occidentale pour y sortir des inventions qui sont des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose, inventées dans la culture occidentale qu'on nous ramène. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que vous allez constater bêtement que les gens vont vous dire le meilleur physicien que c'est un noir, le meilleur qui a inventé telle chose c'est un noir, celui qui a inventé l'ascenseur c'est un noir, celui qui est allé à NASA, celui qui a fait ci, celui qui a inventé tel c'est un noir. Alors, mais comprenez pourquoi c'est un noir. Pourquoi c'est pas un occidental? Ça veut dire que ces noirs, si on les avait organisés et les avait dressés contre la culture africaine de chez nous, c'est comme ça qu'ils vont utiliser le génie créateur là pour y faire sortir les inventions. Qui nous a dit que nous avons allumé des lumières ici par exemple? D'accord? Et ça permet de nous voir. Mais nos ancêtres avaient quelque chose qu'on appelle le kilo, qu'on mettait sur les yeux. C'est déjà une intention qu'on a mis quelque chose sur les yeux pour bien voir, certainement, ou pour soigner une maladie. D'accord, mais qui dit à l'Africain que la seule est le modèle de vie qui permet de voir quand il fait sombre, c'est l'électricité ou l'ampoule? Non! Les Africains doivent réfléchir. J'ai expliqué ce modèle de développement dans mon livre qui va paraître dans les mois à suivre, dans Culture et Développement. Que, au fond, la ressource humaine est la chose la plus précieuse. Moi, par exemple, je travaille de jour en jour à l'aide du système de la sorcellerie, par exemple, pour quitter un point A à un point B. Mais au temps de nos ancêtres, nous entendions qu'on peut quitter un point A et aller à un point B. Nos aïeux s'évadaient. On dit que il faut. C'est des intentions scientifiques. Mais comment ça se faisait? Le jour, Majesté Djoma Mousso, j'utilise des choses ritueliques pour me retrouver en France sans prendre l'avion à partir de ce jour-là. D'accord? On va me demander, mais Majesté, comment vous avez pu vous rendre en France? Et j'aurai l'occasion peut-être de leur dire discrètement que j'ai utilisé les Atakun à Roé, au Vi, Paoma, au Droma, au Tioma, au Saint-Titi et autres. D'accord? Mais c'est à partir de ce jour que Atakun aura de valeur et va devenir comme le pétrole. Aroé aussi va prendre sa valeur. Mais tant que nous ne faisons pas des inventions, nous n'utilisons pas notre intelligence pour inventer des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose dans notre culture, les choses que nous voyons, les plantes que nous voyons, les minéraux que nous voyons autour de nous ne vont pas prendre de valeur. Et c'est quand vous inventez. C'est parce que les Occidentaux ont inventé l'avion, la voiture, que le pétrole a de valeur. Mais le jour où un Africain va en France, sans prendre l'avion, les technologies occidentales vont s'effondrer. Le pétrole n'aurait plus de sens. L'avion ne serait plus d'une utilité. General Motors peut fermer. Vous comprenez avec moi? Donc, donnons de la valeur à notre culture. Et aujourd'hui, après les indépendances, et chaque année d'indépendance, le bilan que les pays africains, et comme le Bénin devait faire, ce n'est pas le nombre de routes que nous avons construites dans le modèle occidental. Ce n'est pas le nombre de vaccins qu'on a consommés, ce n'est pas le nombre de centrales. Non! Le bilan doit être quoi? Du côté vestimentaire, quelle a été notre évolution dans l'amélioration de ce que nos ancêtres nous ont laissé? Parce que
On ne se développe pas dans la culture d'un autre peuple. L'oiseau, pour grandir, d'accord, ne change pas de plumage. D'accord. Un développement qui vous demande d'abandonner les prérequis naturels que vous avez eus sans les améliorer, c'est un développement précaire. C'est une dépendance d'une autre culture. C'est un développement du sous-développement. Et très tôt, les pays africains doivent réfléchir. La chefferie traditionnelle doit réfléchir. Je salue et je remercie au passage, comment on appelle, les différents gouvernements qui se sont succédés. D'abord, commencer par le régime du président Nicéphore Soglo, qui lui au moins a pu commencer quelque chose en décrétant les dates du 10 janvier à la célébration de nos vaudous, qui constituent le socle de notre culture, l'industrie de notre culture. Le président Yahi Boni est venu, bon, il a joué la conservation. D'accord. On dit quand vous ne pouvez pas évoluer, au moins conserver les acquis. Lui, il a conservé les acquis. Mais je remercie beaucoup plus le président Patrice Talon, qui est arrivé, et on dit au bout de l'ancienne corde se tisse la nouvelle corde. Mais il faudrait que la nouvelle corde soit une corde plus solide. Et je crois, loin de lui faire un coucou, c'est qu'il a fait un bon travail. Quel travail je pourrais expliquer. Il a au moins constitutionnalisé la chefferie traditionnelle. Parce que le colonisateur avait éradiqué carrément la chefferie traditionnelle de notre constitution pour qu'elle cesse d'être d'une valeur juridique. Et l'expression de notre culture, les gens n'ont pas honte, l'expression de notre culture est officieuse, est dans l'informel. Et c'est le colonisateur qui a rendu, lui, sa culture formelle. Alors, on devrait chercher à féliciter le régime qui a pu quand même faire un pas pour reconnaître la chefferie traditionnelle. Reste le décret portant organisation, attribution et fonctionnement de la chefferie traditionnelle. Mais moi, je crois que la faute aujourd'hui revient au chef traditionnel. Parce que quand quelqu'un engage des réformes et qui vous donne un point vraiment favorable, il faut l'assister, il faut l'encourager, il faut le soutenir dans cette vision-là. Peut-être que si la chefferie traditionnelle s'était bien organisée pour soutenir et faire comprendre au président de la République qu'elle a l'intention de vraiment soutenir et de remercier. Écoutez, quand on va donner une tonne de riz quelque part maintenant, les gens vont remercier les chefs d'État dans toutes les communes. Mais quand on a constitutionnalisé la chefferie traditionnelle, depuis quand vous avez vu les chefs traditionnels se sont réunis pour dire nous voulons fêter et nous voulons célébrer la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle, qui est une date, et ce décret-là doit être une date mémoriale pour les chefs traditionnels. Et ça va motiver le chef de l'État à prendre le décret portant organisation, fonctionnement et attribution de la chefferie traditionnelle. Nos chefs traditionnels auront peut-être, si je l'imagine, de secrétaires de royal, de comptables, de véhicules et au moins un salaire. Parce que aujourd'hui la chefferie traditionnelle est en berne. Et les mots qui minent cette chefferie traditionnelle-là sont nombreux. Elle est en quelque sorte, elle fait de l'autodestruction. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand on vous désigne comme roi, d'abord les critères de désignation des rois sont devenus galvaudés et il y a trop de rois mal élus, mal désignés du moins, parce qu'on ne lit pas le roi, désigne un roi. D'accord? Il y a trop de rois. D'accord? Et quand il y en a comme ça, les structures fêtières qui devraient être garantes de la chefferie traditionnelle font du cannibalisme de leur structure en facilitant, en encourageant les conflits royaux. Il y a dans des localités, il y a des gens, il y a 2 rois dans une localité. Mais déjà qu'il y a un contentieux qui existe, en principe, aucune structure fêtière de chefferie traditionnelle ne devrait enrôler un camp et laisser l'autre. Monsieur, allez régler vos problèmes, et comment on appelle, judiciaires ou vos conflits. C'est après qu'on aurait fini de décanter ça,
qu'on peut enrôler des gens, qu'on peut recruter des gens pour faire partie. La chefferie traditionnelle d'aujourd'hui vient légaliser et compliquer le conflit. Alors, Majesté Djomo Mousso, nous allons revenir là très prochainement. Et actuellement, vous allez nous expliquer en tant que garant des valeurs ancestrales, parlez-nous de la force et de la faiblesse de la chefferie traditionnelle. La première, parlons d'abord de la faiblesse, parce que la chefferie traditionnelle n'a pas évolué. Si elle a évolué, c'est qu'elle a érigé que des structures fêtières. Mais ces structures fêtières ne jouent pas leur rôle. Non, l'attribut que les structures fêtières se sont données est seulement écrit dans des papiers, mais ne s'applique pas. C'est la première faiblesse. La première faiblesse, c'est que malgré que le pouvoir, le régime en place, ait accordé des avantages, un peu comme la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle, la chefferie traditionnelle ne semble pas saisir cette opportunité. Et la faiblesse, c'est que la chefferie traditionnelle, à un moment donné dans l'histoire de notre pays, a cessé de s'occuper de ses attributs et est devenu un courtier pour les politiciens. Où les rois trouvent beaucoup plus d'intérêt à courir derrière les politiciens qu'à s'occuper de la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes. Et aujourd'hui, lorsqu'on les a délettés de ça, lorsqu'on leur a arraché le biberon, c'est qu'ils sont devenus haineux. C'est vrai. Alors que c'est une faiblesse. Parce que le bilan, qu'est-ce que la chefferie traditionnelle a pu faire depuis que le décret de constitutionnalisation est arrivé là? Qu'est-ce que la chefferie traditionnelle a pu faire pour aider à récupérer ses pouvoirs? Le désir de récupérer le pouvoir doit être permanent. Parce que la chefferie traditionnelle n'existe que de nom. D'accord. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que ceux que nous appelons les techniciens de la chefferie traditionnelle, pour ne pas dire les tradis praticiens, deviennent plus importants que les rois. Au point même où les rois ont commencé par se soumettre aux tradis praticiens. D'où vous allez voir par-ci, par-là, des tradis praticiens par abus de fonction s'appellent rois. Et c'est des rois qui encouragent même ça. Parce que ce qu'eux doivent faire, la nature a horreur du vide. Ce que le roi doit faire, il ne le fait pas. Et le tradit praticien le fait. Et le faisant, le tradit praticien, il trouve de richesse. Il trouve de plus-value. Au point où il devient plus fort, et financièrement, matériellement, et même parfois moralement, que le chef traditionnel. Mais ce faisant, c'est une faiblesse. Le roi ne peut pas courir derrière un politicien. Dans l'histoire de notre culture, la royauté est suprême au pouvoir politique qu'est la démocratie, la révolution et autres. Notre système politique, par exemple, n'est pas la révolution, le marxisme-léninisme. Ce n'est non plus la démocratie. Regardez d'où vient un système politique qu'est la démocratie. D'accord. Et pour faire les élections, ça consomme autant d'argent, ça crée des tueries, ça crée des conflits. Mais la chefferie traditionnelle, qui dispose par exemple du phare, qui est l'oracle, tous les politiciens que vous voyez là, tous connaissent le phare et quand ils ont un problème, ils vont vers le phare. Mais ils ne sont jamais d'accord qu'on utilise le phare pour les désigner. Et la grosse faiblesse au niveau de la chefferie traditionnelle, c'est quoi? Les rois ne sont plus désignés par le phare. Ça dit, l'enfant est adultéré. Vous voyez, le problème part déjà de là. Mais écoutez, dans notre culture, pour la plupart des royaumes, c'est le phare qui désigne le roi. Tout à fait. Mais depuis que le colonisateur a instruit, a aidé, a encouragé pour que le phare cesse de désigner, c'est que le colonisateur vous a envoyé dans le phare. D'accord? D'où nous voyons des rois qui portent les germes de la faiblesse de la royauté en eux-mêmes parce qu'ils sont mal désignés. Vous voyez? On ne peut pas, par exemple, désigner un monsieur, d'accord, qui a volé le cabri ici hier, qui a cherché la femme hier, qui s'est bagarré sur la place publique hier, comme roi.
Mais lorsqu'il deviendra roi, quel respect il va inspirer à ceux devant qui il a déjà connu ces impairs-là? D'accord? Ce sont les faiblesses. Et je suis sûr que si c'est le phare qui va désigner, tel que nous croyons au phare, le phare ne peut pas désigner par hasard comme ça. Vous comprenez? Donc ce sont les faiblesses. La chefferie traditionnelle a son piancanf, pour ne pas dire sa puce dans ses orteils. Et il ne revient pas aux politiciens de les aider. Et nous devons faire le bilan. Quand on parle de bilan d'exécution, comment nous avons évolué en matière de restauration de nos habitudes alimentaires et culinaires? Quelle a été l'avancée? Et c'est les rois qui doivent le faire. Quelle a été l'avancée au niveau de l'amélioration de nos habitudes vestimentaires? Parce que eux, ils sont les garants de nos us et coutumes. Et en deçà d'eux, il y a les tradis praticiens comme nous, d'accord, qui faisons la promotion de ces valeurs. Combien les chefferies traditionnelles qui se réunissent et qui gagnent de l'argent chez les politiciens, combien ils donnent à l'Oritrab pour encourager, par exemple, l'Oritrab qui s'occupe de la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes. Et quand on parle de promotion de nos valeurs culturelles et endogènes, ce n'est pas seulement dans le domaine de la médecine. Parce que notre culture s'est résumée seulement à la médecine. Quand on parle de la médecine, c'est que quelqu'un est malade et on va utiliser le beau pour le traiter ou le vaudou et puis ça s'arrête là. Mais et le côté vestimentaire, et le côté de logement, et le côté d'instruction, et le côté nutritionnel. Hein? Le djongoli, le nyomli, le wassa-wassa, et autres. Que font les rois pour conserver ça? Il ne faut rien. La royauté n'étant pas dotée de moyens financiers, n'étant pas reconnue et ne faisant rien pour être reconnue, d'accord, reste dans l'impasse. Et mon souhait, je crois que à travers peut-être ma communication, les rois prennent conscience qu'ils se réunissent, que ce soit de différentes formes de structures, d'accord, mais ils peuvent se réunir et définir une vision dans laquelle nous devons. Et la première vision, je dis les priorités pour les pays africains, ce n'est pas le développement. Les pays africains n'ont pas pour priorité le développement. Leur priorité, c'est l'indépendance. On ne peut pas se développer lorsqu'on n'est pas indépendant. La chefferie traditionnelle ne peut pas exercer lorsqu'elle ne prend pas ses ateliers. Et puis, les pays africains, excusez-moi, moi je suis dans une vision de réflexion panafricaine. Les pays africains sont devenus peut-être comme des gorilles qui sont dans une cage, et dans une cage très jolie, dans laquelle on a mis un joli matelas et une belle ampoule et une belle télé, et ils disent qu'ils sont riches. Mais on ne leur permet pas de fabriquer eux-mêmes leur cage, eux-mêmes leur matelas, eux-mêmes leur télé et autres là. Bon, maintenant, quel est ce modèle de développement dans lequel nous allons et nous nous entretuons, d'accord, au risque de devenir un gorille, au risque de devenir quelqu'un, un bon consommateur des solutions inventées par les Occidentaux. Et lorsque quelqu'un vous empêche, lorsque quelqu'un empêche le régime en place, d'accord, de consommer les choses qui viennent de l'Occident, on dit qu'il est contre le développement. Mais comment il peut être contre le développement? Il dit, mais est-ce qu'on a besoin de beaucoup de décrets pour dire, à partir de la rentrée prochaine, tout le monde porte Canva? Et à partir de là, tous les artisans qui sont à Roméa, à Bomé ou Natitengu deviennent aussi millionnaires ou milliardaires. Mais le colonisateur n'a pas permis ça. Et nous-mêmes, nous n'avons pas permis ça. D'accord? Vous savez qu'on fabrique le Canva, non? Bon, un Canva, là, quand on le fabrique là, on peut porter ça pendant 10 ou 15 ans. D'accord? Et c'est encore moins cher que le kaki et tout ça là que vous voyez. Mais après l'indépendance, à aujourd'hui, 63 ans, 64 ans, on continue de porter le kaki. Et le gouvernement ne peut pas dire par décret, à partir de cela, c'est le Canva qu'on va commencer par faire. Il suffit de dire ça, et tous les artisans vont devenir aussi riches. Mais la faiblesse, c'est que les gens qui viennent au pouvoir politique sont sous le joug du colonisateur, et si jamais il prend un décret pour dire, bon, on va commencer par le Canva, on dit, ah, monsieur, c'est ce que vous voulez faire? Et l'industrie qui fabrique le tergal dans notre pays là, il va vivre comment? C'est ça le problème.
Donc la faiblesse de la chefferie traditionnelle se retrouve au niveau de la chefferie traditionnelle qui, vous voyez, à l'Assemblée nationale, il y a des députés de différents bords. Ils sont tous des députés, non, de différents partis. Non. Mais ils vont tous à l'Assemblée nationale et ils restent dedans. Non. Mais pourquoi au Bénin, malgré que les chefferies traditionnelles, moi je n'ai jamais vu les structures de la chefferie traditionnelle, là, les différentes structures là, se réunir ensemble pour décider quelque chose. C'est seulement le politique qui les invite et on les voit ensemble. Mais comment on peut se développer dans une vision d'échiqueté? C'est une faiblesse. On doit se mettre au-dessus de nos divergences personnelles et individuelles et penser à une vision globale. Et cette vision globale et unique, c'est d'abord la restauration de la chefferie traditionnelle. En principe, le président du Bénin devait prêter serment devant le Haut Conseil des rois, l'instance suprême des rois du Bénin, qui doit être composée de toutes les entités fêtières d'animation de la chefferie traditionnelle. Mais regardez, dans notre culture, si on dit n'urinez pas là, les gens vont uriner là. Vous me suivez? Les gens vont uriner là si on dit n'urinez pas là. Même si vous écrivez n'urinez pas là, les gens vont uriner là. Mais il suffit que vous mettez un bidon là, vous dites on a besoin de l'urine humaine là pour faire des rituels. Vous ne verrez personne venir uriner. Mais ça veut dire que notre culture peut servir de défense. Notre culture doit cesser d'être une culture de parade et devenir une culture de défense. Quand je dis de parade, c'est quoi? C'est-à-dire, quand il y aura pour fête de 1er août maintenant, on va inviter les rois, et ils vont venir avec leur tenue, et celui qui va porter des cannes en or ou en argent aussi, ça vont venir juste pour auréoler, pour embellir la couleur de la fête. D'accord? Mais non, il faut que notre culture devienne une culture de défense, c'est-à-dire une culture qui propose des solutions efficaces, compétitives, dans le domaine du vestimentaire. D'accord? Qui propose des vestimentaires qui séduisent, qui portent l'adhésion des autres peuples. Une culture qui propose par exemple, regardez, nous fabriquons le manioc, nous produisons le manioc et nous produisons le gari. Mais d'où est-ce que nous sommes sortis en Côte d'Ivoire? Les gens sont inventés à Tchéké et nous on achète ça ici. Mais déjà, c'est que cette culture nous agresse. Mais pourquoi le gari? On ne va pas inventer d'autres méthodes du gari. On ne va pas inventer d'autres manières d'utiliser le manioc. C'est ça le développement. Le développement, c'est utiliser les matières premières dans son environnement, dans sa culture et les améliorer dans le temps et dans l'espace. Mais si nous abandonnons notre culture, je crois que nous sommes perdus. Un peuple qui a abandonné sa culture est d'abord un peuple perdu, et un peuple qui s'adonne à un modèle de développement, qui consomme les solutions aux différents problèmes que la nature lui impose, émanant d'une autre culture, c'est que ce peuple-là développe la dépendance des peuples d'où il importe la solution. Et ce faisant, ce peuple développe le sous-développement en permanence. Il va falloir revenir à nos valeurs culturelles et endogènes. Et c'est un projet, ce n'est pas un projet de 100, 200, 300 ans. C'est un projet de plusieurs siècles. Et nos régimes doivent réfléchir et adopter un modèle d'investissement budgétaire. On peut décréter qu'à partir de ce 1er août-là, le prochain budget de l'année qui vient, 2% du budget serait consacré à la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes. L'année qui suit, ça devient 4%. Et pour les Occidentaux, va devenir 96%. Ainsi de suite jusqu'à renverser la tendance. Et si nous parvenons à arriver à 40%, nous serons un modèle. Lorsque vous allez en Corée du Nord, mais ils sont fermés. Ils utilisent que les choses d'eux et ça leur a permis de se développer. On se développe dans sa culture. L'oiseau en grandissant ne change pas de plumage. Et c'est ce modèle-là que j'ai inscrit dans mon bouquin Culture et développement. Pour que cela émancipe les peuples africains. Nous le disons aujourd'hui, ça peut ne pas être appliqué aujourd'hui, mais ça va servir d'incubateur aux peuples qui vont venir à la génération naissante. Alors, Majesté Étienne, je vous laisse le soin de le conclure.
Bon, la conclusion est que ceux qui suivent cette émission, je leur souhaite de prendre le côté positif du développement que j'ai effectué. Parce que dans le développement, il peut y avoir des coquilles qui indexent ou qui adressent des gens. On dit que la vérité parfois blesse. Et que la chefferie traditionnelle à laquelle j'appartiens, d'accord, doit vite saisir l'occasion de sa constitutionnalisation et œuvrer activement pour que le politique comprenne, d'accord, qu'il faut qu'il prenne le décret portant organisation, attribution et fonctionnement de cette chefferie traditionnelle. La chefferie traditionnelle doit œuvrer pour que les années d'indépendance prochaines, on puisse mesurer le taux d'assainissement. Parce que lorsque la ressource humaine de qualité n'y est pas, c'est pas bien. Et que nous ayons un code royal national. La chefferie traditionnelle doit travailler et œuvrer à l'uniformisation du langage vaudou. Parce que, remerciant au passage le chef de l'État, qui a pu faire des vaudou déises un label. Et la labellisation de notre culture a commencé parce que nous avons commencé par constater que certaines structures fêtières ont commencé par naître dans une forme de labellisation. Ouais. Par exemple, le Fa est un label de notre culture. Il doit y avoir des structures qui vont promouvoir ça. Le beau doit être comme un label, que des structures doivent se spécialiser à labelliser. Le vaudou, ainsi de suite. Quand je parle des pratiques religieuses, dans le domaine de l'artisanat, n'oublions pas que quand on parle des justes coutumes, ce n'est pas seulement le fétichisme, le vaudou et le fa et le beau. Non. Il y a le domaine vestimentaire, il y a le domaine des soins et le logement. Les Tata Somba, comment nous allons faire pour que Tata Somba soit mieux fait et mieux amélioré, parce que nous n'allons pas perdre notre identité culturelle. La roro qu'on fait, on met la balle, d'accord. La construction qu'on fait avec les murs en terre de balle, d'accord. On ne devait pas abandonner et puis tout le monde se met à utiliser le ciment et le clinker vient de quelques milliers là-bas. Mais on devait voir comment on va améliorer la terre de bas pour que nous ayons un logement décent et dans le modèle de notre culture. C'est mon mot de fin. Et je voudrais inviter tous les Africains à comprendre que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés en Afrique ont une solution dans notre culture. Il revient à l'intelligentsia, à la ressource humaine africaine de créer l'Académie de la culture africaine pour en faire la prospection et l'exploration pour y sortir des solutions efficaces, des solutions améliorées aux différents problèmes que la nature nous impose. Ce faisant, on se serait développé. Alors, merci Majesté, chers téléspectateurs, merci à chacun et à tous. Je vous retrouve très prochainement pour le même plaisir.